Bonjour à toutes et tous. Donc je ne suis pas professeure, je suis juste docteur. Donc voilà, je suis rhumatologue à l'hôpital militaire Bégin. Je me présente un petit peu. Nous sommes un hôpital militaire, nous avons vocation le soutien médical des forces armées, mais nous accueillons des civils aussi. Voilà, donc c'est au même titre qu'un hôpital public. J'en profite pour remercier l'AFP de m'avoir conviée à ce salon. C'est la première fois que je participe. J'en suis très honorée. Donc l'idée, c'était qu'on aborde l'activité physique dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc on va commencer par quelques définitions. Qu'est-ce que l'activité physique? Pour qu'on comprenne un peu mieux de quoi on parle. Alors l'OMS définit l'activité physique comme tout mouvement produit par les muscles squelettiques responsable d'une augmentation de la dépense énergétique. On va en parler un petit peu après. Qu'est-ce que la dépense énergétique? Cela consiste à différentes activités, comme vous pouvez le voir, des jeux, les tâches quotidiennes, les tâches ménagères, les activités ludiques, les déplacements, les activités récréatives, certains loisirs, certaines activités professionnelles, l'éducation physique à l'école, le sport. Le deuxième niveau d'activité physique, c'est l'exercice physique, qui là est plus planifié, structuré, répété dans le temps. Et le but, c'est d'améliorer et d'entretenir sa forme physique. Et ensuite, le troisième niveau, c'est le sport, où là, tous les participants vont respecter un ensemble de règles prédéfinies et où le but va être la performance. Donc il y a ces trois niveaux-là, mais là, on va se contenter de parler de l'activité physique. Il existe plusieurs types d'activités physiques. Les activités d'endurance, où l'effort va être soutenu dans le temps, les activités de renforcement musculaire, les activités de souplesse, d'étirement, et les activités d'équilibre. On a une unité qui nous permet de mesurer cette dépense énergétique. C'est une unité, si vous voulez, c'est un peu comme la consommation d'essence d'une voiture. Mais là, c'est le mètre. Le mètre, ça définit notre dépense énergétique. Quand vous êtes assis là à écouter une conférence, vous dépensez 1 mètre. C'est pas beaucoup, c'est voire voilà. Donc ça, c'est une activité sédentaire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les activités qui permettent une intensité modérée ou élevée. C'est ça qu'on va chercher à voir. Et comment on le mesure? Donc, on ne peut pas mesurer avec un appareil la dépense énergétique, enfin, il y a des calculs, mais ce qu'on va chercher à obtenir, c'est une conversation qui va être de plus en plus difficile. C'est-à-dire que je fais mon effort, mais j'ai un petit peu de mal à parler, mes phrases, j'arrive pas à finir mes phrases, mon ton est un peu saccadé, et il faut que je transpire, voilà, et que je ressente que je produis un effort. Donc c'est ça qu'on va essayer d'obtenir quand on parle d'activité physique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pratiquer une activité physique? Vous vous en doutez bien, c'est pour lutter contre la sédentarité. La sédentarité, c'est un problème de santé publique. Et l'Organisation mondiale de la santé a lancé un plan d'action mondial pour promouvoir l'activité physique 2018-2030. Le but, c'est de diminuer la sédentarité dans le monde de 15%. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau mondial, un adulte sur 4 manque d'exercice. Ça représente quand même 1,4 milliard de personnes. Donc c'est quand même colossal. Une femme sur 3 et un homme sur 4 dans le monde ne pratiquent pas assez d'activité physique pour rester en bonne santé. Le plus alarmant, c'est que les adolescents, plus de 80% d'entre eux, n'ont pas une activité physique suffisante. Et ça, c'est vraiment problématique. Autre signal d'alarme, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration des niveaux d'activité physique depuis plus de 20 ans. Alors c'est sûr qu'avec la crise Covid, ça n'a pas amélioré les choses, mais voilà, il y a vraiment une stagnation des niveaux très faibles d'activité physique dans le monde. Et donc, voilà, l'OMS a vraiment pour un des objectifs de santé publique nationale et internationale de lutter contre la sédentarité. En France, on a quelques données des compagnies d'assurance qui montrent que les Français effectuent en moyenne 7 800 pas, alors que normalement les recommandations c'est environ 10 000, enfin entre 8 et 10 000. 3 Français sur 4 font moins de 10 000 pas par jour. Plus d'un Français sur 2 estime que le temps passé devant les écrans se fait au détriment de l'activité physique. Donc là, vous voyez déjà un levier d'action, lutter contre les écrans. Et le top 3 des activités sportives et physiques pratiquées par les Français, c'est d'abord la marche, ensuite le vélo et ensuite le jogging. Quel est l'état des lieux de la pratique d'une activité physique dans la polyarthrite rhumatoïde et dans les rhumatismes inflammatoires en général? On n'a pas beaucoup d'études. Il y a une étude qui a été faite en 2008, donc qui commence à être un peu ancienne, dans 21 pays. Donc c'était des auto-questionnaires qu'on envoyait aux patients. On leur demandait leur niveau d'activité physique. Les participantes, c'était plus de 80% de femmes, âgées environ de 57 ans en moyenne. C'est une étude qui a été faite en Europe du Nord, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Et donc les résultats sont assez édifiants. 13,8%, pardon.
13,8% des patientes, parce qu'il y avait beaucoup de patientes, pratiquaient une activité physique plus de 3 fois par semaine, donc ça c'est bien, mais c'est quand même très peu comme chiffre. Et en France, ce qui est assez alarmant, c'est que 85% des patients pratiquaient une activité physique moins de 2 fois par mois. La France était dans le top 3 des pays les plus sédentaires dans cette étude, après l'Argentine et l'Italie. Alors, quelles sont les recommandations pour pratiquer une activité sportive? Quelle est la durée? Quelle est la fréquence qui sont recommandées? Donc, il y a plusieurs niveaux de recommandations. Bon, là, le tableau il est un peu chargé. Il y a des recommandations au niveau mondial, des recommandations au niveau national. Donc, au niveau mondial, l'OMS va distinguer 3 groupes d'âge pour les recommandations. En gros, les enfants, les adolescents, l'adulte jeune et l'adulte un petit peu moins jeune. Donc, le but de ces recommandations, de la pratique d'activité physique, c'est d'améliorer l'endurance cardio-respiratoire, donc le souffle, le cœur, les artères, améliorer l'état musculaire, osseux, les marqueurs cardiovasculaires et métaboliques. Métabolique, c'est tout ce qui est en lien avec le sucre, le cholestérol, etc. Et en plus, chez l'adulte, c'est de lutter contre la dépression. Ça a vraiment des effets, on va en reparler. Et chez l'adulte un peu plus âgé, de réduire les troubles cognitifs. Donc l'OMS recommande, on va parler que de cette case-là, chez l'adulte jeune, 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité d'intensité soutenue par semaine. Et il faut associer des activités de renforcement musculaire 2 fois par semaine. Chez l'adulte un peu moins jeune, il faut ensuite faire en plus de l'exercice d'équilibre pour éviter les chutes. Donc ça, c'est les recommandations mondiales. En France, c'est un petit peu plus simple. Pour les adultes, ce qui est recommandé tous les jours, pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique dynamique, soit d'intensité modérée, c'est-à-dire que je peux parler, mais bon, je suis un peu essoufflée quand même et je commence à transpirer, et encore mieux, d'intensité élevée, c'est-à-dire que je ne peux pas trop tenir une conversation, je peux faire dire quelques mots, mais je suis tellement essoufflée que je n'arrive pas à finir mes phrases, et je transpire abondamment. Et en plus, 2 fois par semaine, il faut y associer du renforcement musculaire, des assouplissements et de l'équilibre. Donc c'est quand même tout un programme, hein. Concernant l'activité physique dans les rhumatismes inflammatoires, vous connaissez probablement l'EULAR, c'est la société européenne, la Ligue européenne de lutte contre les rhumatismes. L'EULAR, en 2018, a émis des recommandations qui détaillent un petit peu quelle est la place de l'activité physique. Les conclusions de ces recommandations, c'est que l'activité physique fait partie intégrante de la prise en charge, au même titre que les autres traitements. Il y a les médicaments, il y a, au même titre que, à côté des médicaments, l'activité physique. Les bénéfices sont clairement démontrés quand on a une polyarthrite rhumatoïde, une spondyloarthrite, ou même quand on a l'arthrose du genou ou l'arthrose de la hanche. Les recommandations de santé publique pour la population générale sont applicables aussi aux patients qui souffrent de rhumatisme. Et par contre, ça doit rester une décision médicale partagée, bien évidemment, un dialogue entre le médecin et le patient. Maintenant, quels sont les bienfaits un petit peu plus en détail de l'activité physique dans la population générale, et ensuite on verra dans les rhumatismes inflammatoires. Ce qui a été démontré, c'est que l'activité physique diminue la mortalité, toutes causes confondues. Donc si vous pratiquez un petit peu d'activité physique, vous vivrez plus longtemps. Vous aurez moins d'hypertension artérielle, vous aurez moins de coronaropathies. Les coronaropathies, c'est les maladies des artères du cœur, donc les maladies cardiaques. Il y a moins de risque de diabète. L'activité physique diminue le risque de cancer du sein et du côlon, ça a été démontré. Ça diminue aussi l'anxiété, le stress et la dépression, donc ça améliore l'état mental, psychologique, et ça diminue le risque de chute chez les personnes âgées. Et à contrario, tous les bénéfices, ça améliore la qualité de la vie, ça permet chez l'enfant une croissance harmonieuse du squelette, ça augmente la résistance osseuse, donc diminue le risque de fracture, ça améliore le sommeil et le bien-être en général. Tout ça pourquoi? Parce que la sédentarité, c'est le 4e facteur de risque de décès dans le monde, et la sédentarité est responsable d'un quart des cancers du côlon, du sein, d'un quart des cas de diabète, et d'un tiers des cas de cardiopathie ischémique. La cardiopathie ischémique, c'est les maladies du cœur. Donc maintenant, quels sont les bénéfices? Ça a été étudié sur le plan scientifique dans les rhumatismes inflammatoires. Alors ça, on a des données qui sont issues de ce qu'on appelle des méta-analyses. En gros, c'est des compilations d'études cliniques qui sont robustes avec un fort niveau de preuves qui ont été bien faites. Donc ces méta-analyses, elles disent quoi? Que quand on a une polyarthrite rhumatoïde et qu'on pratique un peu de l'activité physique selon les recommandations, eh ben, on a une qualité de vie qui est meilleure.
Vous connaissez peut-être ce score HAQ, qui est un score de qualité de vie qu'on vous fait remplir parfois chez le rhumatologue libéral ou à l'hôpital, où on vous demande comment vous vous déplacez, comment vous vous habillez, etc. Ben, sur ce score-là, on voit que les gens qui pratiquent ont une qualité de vie qui est meilleure. Il n'y a aucun effet négatif sur les articulations. Il y a une amélioration de la force musculaire, une amélioration des douleurs, une amélioration de la vitesse de marche. Et ensuite, c'est un petit peu débattu. Peut-être que, mais je suis assez prudente, peut-être que ça ralentirait la progression radiographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ralentirait les déformations liées à la polyarthrite. Et est-ce que ça diminuerait les marqueurs de l'inflammation? Peut-être, mais ça, ce n'est pas encore clairement démontré. Il y a un petit peu moins d'études dans les... donc ça, c'est les effets sur le plan plus général. Là, on a parlé vraiment sur les effets articulaires, osseux, etc. Sur le plan plus général, pratiquer une activité physique, ça améliore la gestion des symptômes. On arrive à mieux gérer au quotidien. Ça diminue les maladies cardiovasculaires, ça vous l'avez compris, hein, c'est comme dans la population générale. Ça améliore son niveau d'énergie, on a plus d'énergie dans la vie. Et surtout, ça c'est très important, je trouve, ça permet un sentiment d'indépendance et de prise de contrôle sur la maladie. Voilà, parce que quand on souffre d'une maladie chronique, voilà, c'est pas facile, c'est tous les jours, on doit prendre des traitements, on a l'impression qu'on subit. L'activité physique permet de renverser la balance. Et ça améliore le bien-être psychologique en plus du bien-être physique. Dans les spondyloarthrites, il y a un petit peu moins d'études, mais là c'est pareil, on a plein de données qui nous montrent que ça améliore le BASDAI. Le BASDAI, c'est un score avec des questions sur la fatigue, le niveau de douleur des articulations, le niveau de douleur du dos. Donc ça améliore ces scores-là, donc c'est-à-dire qu'on a moins de douleur, on a moins de retentissement dans la vie quotidienne. Donc la douleur, on en a parlé. La mobilité rachidienne, il y a moins d'ankylose, moins de raideur. L'expansion thoracique, c'est-à-dire c'est les mouvements de la cage thoracique. Quand on a une spondyloarthrite, certaines formes sont ankylosantes, on peut s'enraidir. Le fait de pratiquer une activité physique va réduire cet effet-là et améliorer la fonction respiratoire, donc moins d'essoufflement. Dans le rhumatisme psoriasique, on peut en parler aussi. Là, il y a encore un petit peu moins d'études, mais c'est la même chose. Ça améliore le BASDAI, la qualité de vie et la force musculaire. Le problème, c'est que maintenant qu'on a dit ça, il faut passer le cap. Et parfois, c'est pas facile de passer le cap, de se dire, voilà, il faut que je pratique une activité physique. Et il y a plein de raisons au manque d'activité physique dans la polyarthrite rhumatoïde et dans les rhumatismes inflammatoires en général. On va les détailler un petit peu. Le premier, c'est la douleur. Mais ça, je pense que vous l'avez vu et je pense que vous le savez. Il y a différents types de douleurs. Il y a les douleurs inflammatoires, celles qui sont associées à des gonflements, qui font mal la nuit, qui entraînent une raideur. Quand on a ces douleurs-là, c'est qu'on est en poussée. Il vaut mieux pas trop solliciter l'articulation. Ensuite, il y a plein d'autres douleurs différentes. Il y a les douleurs mécaniques, il y a les douleurs neuropathiques, il y a les douleurs chroniques, il y a les syndromes douloureux chroniques. Toutes ces douleurs-là, elles sont très, très invalidantes, mais elles ne sont pas graves. Et donc, dans ces douleurs-là, un des traitements qui permet de les améliorer, c'est l'activité physique. Donc voilà, ça, il faut bien distinguer les deux. Ensuite, on a souvent peur d'abîmer les articulations. Mais ça, c'est un peu une idée reçue. On n'a pas de temps, ou alors on ne prend pas le temps. Ça, c'est un des problèmes majeurs. La perception de l'activité, ça peut être aussi un frein, c'est-à-dire qu'on a peur on a l'impression que l'activité physique va être trop traumatisante. On va avoir l'impression qu'on va vraiment s'abîmer les articulations parce que c'est trop violent. Ça, c'est toute une question aussi de pratique, de progressivité. Le manque de motivation, c'est vrai que parfois, dans la vie, on a des événements de vie, on n'est pas très motivé. Le doute des professionnels de santé. Si vous ne trouvez pas d'interlocuteur en face de vous, de soignants qui sachent vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment vous allez le faire, forcément vous êtes un peu perdu et ça, ce n'est pas votre faute. La fatigue, la fatigue, c'est quand même très présent quand on a une maladie chronique, quand on prend des traitements. Et en plus, la fatigue, c'est multifactoriel, quand on a des vies stressantes, quand on a des problèmes familiaux, etc. Donc ça, c'est important. Et l'activité physique lutte contre la fatigue. La raideur et la perte de mobilité, quand on a des séquelles articulaires, c'est vrai que parfois on ne peut pas faire tous les exercices qu'on nous propose dans des séances collectives, par exemple. Et le manque de connaissances et d'informations, mais à partir d'aujourd'hui, maintenant, vous n'avez plus d'excuses, puisque vous êtes bien calés. Donc maintenant, comment on peut faire pour vous accompagner, nous, professionnels de santé, pour franchir le pas? Depuis 2017, on peut prescrire de l'activité physique depuis une instruction interministérielle. Donc comment ça se passe? C'est souvent organisé au niveau régional par les agences régionales de santé qui proposent des programmes d'incitation à l'activité physique et à l'activité physique adaptée, ce qu'on appelle l'APA, vous connaissez probablement. Je vais vous parler juste de Prescriform, qui est celle de l'ARS de l'Île-de-France. Donc il y a un site internet, vous pouvez y aller. C'est très bien fait, Prescriform, parce que le parcours patient est hyper simple. Il y a 3 étapes. La première étape, vous allez cliquer là sur questionnaire. On va vous faire remplir un questionnaire très simple.
qui est anonyme. Vous allez dire si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes suivi, si vous avez des problèmes de santé, etc. Deuxièmement, une fois que vous avez fait ça, vous allez consulter un médecin, votre médecin traitant, votre spécialiste référent par exemple, qui va vous prescrire, qui va vous remettre une ordonnance d'activité physique adaptée. Et ensuite, il faut trouver un club santé, donc sport santé. Donc il y a un moteur de recherche que vous pouvez faire. Donc moi j'avais tapé l'adresse de Bégin, à l'hôpital. Bon, bien sûr, il y en a plein autour, mais ça dépend bien sûr des régions. Et là, vous pouvez trouver, réserver une séance de sport santé. Alors après, il y a des structures hospitalières qui proposent des activités physiques adaptées. Donc ça, il faut vous renseigner. Mais en règle générale, sur le site, vous allez trouver plein de contacts intéressants. Alors nous, à Bégin, pour vous donner un exemple, on travaille avec la maison Sport Santé de Vincennes, qui est ouverte depuis 6 mois, depuis le mois d'avril, qui propose une mise en route d'une activité physique adaptée pour les gens sédentaires en problème d'obésité ou de surpoids, ou pour les gens qui veulent pratiquer une activité physique, ou pour les gens qui souffrent de maladies chroniques en affection longue durée. Donc en plus, ils ne sont pas très loin de chez nous. Donc comment ça se passe? Il y a un parcours en 5 étapes. Un premier bilan initial où l'enseignant en activité physique adaptée reçoit le patient. Il lui fait tout un bilan, il discute avec lui. Il crée un programme d'activité physique personnalisé. Et ensuite, il y aura un accompagnement sur une durée variable selon le profil du patient. Finalement, à la fin de cet accompagnement, ça peut être très rapide, ça peut être au bout d'une séance même, on va orienter le patient vers soit un club, soit une association, soit une structure hospitalière s'il y a besoin d'encadrement par des kinés, etc. Et ensuite, il y a un suivi sur 5 ans. Donc voilà, ça c'est la maison Sport Santé de Vincennes, mais il y en a un petit peu partout qui commencent à voir le jour. Voilà, donc vous l'avez compris, l'important c'est de bouger. Je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la main à Stéphane qui va rentrer dans le vif du sujet et je serai ravie de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci, docteur Bialet. C'était très clair en un temps record. Non, pas du tout. J'ai trouvé que voilà, sur le temps, vous avez pu délivrer un maximum d'informations. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Stéphane, effectivement je suis kinésithérapeute, je travaille en rhumatologie à la Pitié-Salpêtrière. On a vu avec le docteur Bialet combien l'activité physique pouvait être bénéfique pour votre santé de façon générale, mais aussi plus particulièrement dans les rhumatismes inflammatoires. Et je vais essayer de vous donner un maximum d'astuces pour pouvoir essayer de pratiquer de l'activité physique de façon sereine. Alors je ne reviens pas sur les définitions, on a vu qu'on pouvait distinguer l'activité physique des exercices physiques. Et on va directement passer à des principes essentiels de toute mise en œuvre d'activité physique ou d'exercice physique. C'est les principes de progressivité et d'adaptation. Qu'est-ce qu'on entend par progressivité? Quand vous démarrez une nouvelle activité physique ou un exercice physique que vous ne connaissez pas encore, on vous recommande de plutôt commencer par des intensités faibles, c'est-à-dire pendant l'exercice, pendant le mouvement, d'être plutôt dans le confort, sans trop de douleur, sans trop de fatigue. Et si ça se passe plutôt bien, au fur et à mesure des séances, vous pourrez augmenter d'intensité. L'adaptation, ensuite, il est très probable qu'à un moment ou à un autre, vous ressentiez une majoration de votre douleur, plus de stress, moins de sommeil, plus de fatigue, etc. Dans ce genre de cas, il ne faut pas hésiter à réduire l'intensité des activités physiques que vous pratiquez pour pouvoir les réaugmenter secondairement. Quel type d'exercice maintenant vous pouvez faire? Déjà les exercices en renforcement, donc comme on l'a vu avec le docteur Bialet, c'est des exercices où vous augmentez le niveau de contrainte au niveau musculaire, où vous contractez vos muscles, où vous soulevez des charges qui sont plutôt lourdes. Des exercices cardio-respiratoires, qu'on peut aussi appeler d'exercices d'endurance, que vous faites sur plus longtemps. Ça peut être par exemple le vélo, le rameur, de la marche à pied, du running. Et d'autres types d'exercices, comme des exercices d'équilibre, des exercices de mobilité, qu'on appelle aussi des exercices d'étirement. L'ensemble de ces exercices a montré des bénéfices sur votre santé dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Et notamment pour les deux premiers, les exercices de renforcement et les exercices cardio-respiratoires, ça peut prendre une forme qu'on appelle fonctionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement reprendre des choses que vous faites déjà dans votre vie quotidienne, vous levez d'une chaise, porter vos sacs de course, marcher, et les répéter de façon progressive. Quel type d'activité physique maintenant vous pouvez pratiquer? Toutes. Si vous préférez faire de la natation, vous pouvez faire de la natation. Si vous voulez faire du yoga, vous pouvez faire du yoga. Si vous voulez faire de la musculation, vous pouvez faire de la musculation. Toutes, mais en essayant de respecter les principes qu'on a vus. Si votre objectif, c'est de faire de l'escalade ou vous mettre à faire de la randonnée, avant ça, il faudra valider certaines étapes, être capable d'augmenter sa fréquence cardiaque, pouvoir soulever un peu plus de poids. Et quand vous aurez réussi à mettre en place progressivement certains types d'activités,
à plutôt faible ou moyenne intensité, vous pourrez attaquer des activités à plus haute intensité. Une autre chose importante, c'est qu'il n'y a pas une activité qui est supérieure dans l'absolu à une autre. La natation, ce n'est pas forcément mieux que le vélo, qui n'est pas forcément mieux que le jogging. La bonne activité, c'est celle que vous aimez. Alors ça peut paraître un peu bateau, mais en fait une activité qu'on aime, c'est une activité qu'on a moins de mal à faire et à faire régulièrement. Alors quand je dis ça, en général, il y a des gens qui me disent « oui, mais moi, j'aime pas le sport ». Alors, on parle bien d'activité physique, d'accord ? Si vous aimez tricoter, si vous aimez faire du jardinage, si vous aimez faire du bricolage, ça compte, c'est une activité physique. Après, on peut rechercher plusieurs choses dans le sport. Il y a des personnes qui recherchent plutôt le côté ludique, le jeu. Ça, vous allez le retrouver dans les sports d'opposition, comme le tennis de table, le volley, le basket, etc. On peut aussi rechercher la performance, courir plus vite, ou marcher plus loin, ou soulever plus de poids, donc dans les sports individuels, comme le vélo, la musculation, etc. Il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent du plaisir dans leurs activités physiques parce que ça peut être une activité sociale. Si vous faites de la gym collective, c'est aussi l'occasion de retrouver des amis ou des gens avec qui vous pouvez partager un vécu. Et enfin, si malgré tout ça, vous avez du mal à pratiquer une activité physique, c'est toujours possible de faire du détournement d'attention. Moi, par exemple, je ne suis pas un grand fan du cardio training quand je suis tout seul, donc parfois on peut se mettre devant une série, et pendant que vous êtes devant votre série, vous êtes absorbé par la série, et vous n'êtes pas en train de penser au fait que c'est un peu difficile et que ça tire de partout. L'autre élément à retenir, c'est qu'un peu, c'est toujours mieux que pas du tout. Si déjà, pour chaque mètre marché en plus, pour chaque gramme porté en plus, c'est un bénéfice supplémentaire pour votre santé. Donc si en rentrant d'ici, vous arrivez à marcher, à faire quelques marches en plus, quand vous rentrez chez vous, c'est déjà très bien. Et enfin, un petit mot sur les activités physiques qu'on appelle les activités corps-esprit. On range dedans en général le tai chi, le qigong, le pilate et le yoga. C'est des activités qui sont souvent recommandées par les professionnels de santé ou si vous faites des recherches sur Internet. Elles ont pour point commun en général de mettre l'accent plutôt sur le contrôle de la respiration, le contrôle du mouvement. Donc on essaie de faire les mouvements selon des consignes bien précises. Et elles ont pour avantage en général d'être relativement accessibles. C'est-à-dire, si vous êtes assez douloureux, si vous avez à l'heure actuelle beaucoup de limitations d'activité, ça peut être une bonne porte d'entrée pour la pratique d'une activité physique sereine. Ok, donc, on est motivé, on a envie de faire de l'activité physique. Maintenant, comment on fait pour s'y tenir sur la durée ? Je vous conseille de vous fixer des objectifs en respectant l'acronyme SMART. Ça veut dire spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporellement défini. Un mauvais exemple d'objectif, ce serait de se dire « moi, cette année, je veux être plus actif ». Oui, mais plus actif, c'est un peu flou. Quand est-ce qu'on est plus actif? Quand est-ce que c'est validé? Donc pour ça, je vous conseille d'être spécifique. C'est-à-dire, dites-vous, moi, mon objectif, ce sera de marcher plus, par exemple, ou de faire du renforcement musculaire. Ensuite, c'est que ce soit mesurable. Par exemple, dire je veux faire 3 fois dans la semaine au moins 30 minutes de marche, ça, vous pouvez vous dire à la fin de la semaine si c'est validé ou pas validé. Réaliste, c'est important. On est nombreux à avoir déjà fait l'expérience. En début d'année, on se dit, bon, moi, cette année, j'ai envie de perdre du poids, donc je vais faire 4 fois du sport par semaine, je vais systématiquement monter les escaliers, je vais manger que de la salade, et puis 3 semaines plus tard, on n'a rien mis en place. Donc si à l'heure actuelle, vous avez du mal à faire des activités physiques, essayez déjà de faire une séance, et c'est déjà très bien. Et si vous y arrivez, vous essayerez plus tard de faire 2, puis 3, puis 4, dans une logique de progressivité. Temporellement défini, ça peut être intéressant, c'est d'essayer de vous fixer des objectifs. Si vous essayez de marcher plus, c'est de se dire, d'ici 6 mois, j'aimerais bien avoir fait un 8 km ou avoir marché 8000 pas dans ma journée. Si pour vous, c'est déjà très difficile, faire déjà 200 mètres par jour, dans 6 mois, c'est déjà un bon objectif. Alors, on va revenir rapidement sur les recommandations dont a parlé le docteur Bialet pour savoir un peu quel degré d'objectif vous pouvez essayer de viser. Donc on a dit 2h30 par semaine d'activité modérée. Donc j'ai mis de la marche, mais c'est de la marche un peu rapide, un peu soutenue, ou 1h15 d'activité plus intense. Pour le renforcement, on a dit 2 fois par semaine, ça peut être un bon départ. Si en gros vous divisez votre corps en 4 grands groupes musculaires et que vous faites environ 3 séries d'une dizaine de répétitions, une répétition c'est une fois le mouvement, tel que vous ne puissiez pas en faire une 11e, c'est-à-dire une intensité qui est assez élevée, plutôt lourde, plutôt difficile pour vous, ça fait environ 1 heure par semaine de renforcement musculaire. Ok, je fais une petite aparté, parce que c'est un point qui revient souvent avec les patients. On a des patients qui viennent nous voir et qui disent moi, j'ai une polyarthrite rhumatoïde, ou j'ai une spondylarthrite ankylosante, ou même d'autres patients qui disent j'ai une hernie discale, c'est quoi l'exercice que je dois faire, c'est quoi l'activité physique que je dois faire? Ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que le point de départ d'une conception d'un programme d'exercice physique, ce n'est pas directement la pathologie.
En tant que kinésithérapeute, c'est ce que je vous ai entouré au milieu. C'est d'abord une restriction d'activité. Est-ce que vous avez du mal à participer à vos activités physiques, à vos activités professionnelles, à vos activités de la vie quotidienne? Derrière, on essaie de se demander quels sont les gestes fonctionnels dans lesquels vous êtes gêné. Est-ce que c'est rester debout longtemps? Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est soulever des charges? Et ensuite, on essaie de découper en déficit en essayant de se demander est-ce que vous manquez peut-être de force, de souplesse, d'endurance, etc. Et c'est après cette analyse-là qu'on peut essayer de vous donner des recommandations plus individualisées. Si vous n'avez pas de déficit particulier, vous pratiquez l'activité physique qui vous fait plaisir en essayant d'être le plus varié possible. Et dans le cas où vous avez plus de douleur, plus d'incapacité, on essaie de faire un bilan pour vous donner des réponses individualisées. Ok, je vais quand même essayer de vous montrer un petit exemple pratique. Donc ce serait pour quelqu'un qui serait plutôt débutant, pas très sportif, 4 exercices qu'on peut faire dans la semaine pour essayer de respecter les recommandations dans la mesure du possible. D'abord de la marche, à une allure plutôt modérée ou rapide, avec un peu de dénivelé. 5 fois par semaine, 30 minutes. On est dans la recommandation en termes d'exercice aérobie. Ensuite, pour travailler les groupes musculaires du haut du corps, le triceps, le deltoïde, donc les reliefs des épaules, aussi un peu de gainage, vous pouvez faire des pompes. Ça, par exemple, vous pouvez le faire sur une commode, sur un lit, contre un mur. L'idée, c'est simplement de venir se rapprocher de la surface sur laquelle vous êtes en appui et de vous repousser. Un dosage qui paraît à peu près cohérent pour quelqu'un qui serait débutant, 3 séries de 10 répétitions. Mais si le faire 10 fois, c'est déjà trop difficile, vous pouvez essayer de commencer par le faire 5 fois. Et si ça se passe bien, de séance en séance, vous augmentez le nombre de répétitions. Dans la même logique, on a mis un exercice d'assis debout. Donc l'assis debout, en gros, c'est faire des squats. Ça travaille tous les membres inférieurs. Ça demande aussi un peu de stabilité du tronc, donc de gainage. 3 séries de 10 répétitions dans la même logique. Et enfin, un exercice de tirage. Donc la même logique en termes de dosage. Là, on voit que le monsieur, il a ce qu'on appelle un kettlebell dans la main. Donc c'est un poids, pardon. Si vous n'avez pas de matériel chez vous, vous pouvez quand même vous débrouiller pour essayer de trouver du poids. Une astuce toute simple, c'est vous prenez un gros sac de course dans un plastique bien solide, vous mettez des bouteilles d'eau ou des gros livres ou des paquets de riz à l'intérieur, vous enroulez une serviette et ça vous fait un super haltère. Testez et approuvez. Alors maintenant, vers qui vous pouvez vous tourner si vous voulez essayer d'être accompagné ou si vous voulez vous lancer dans une activité physique? Bon, si vous avez un niveau de douleur qui est à l'heure actuelle assez élevé, avec des difficultés à vous engager dans les activités physiques que vous voudriez faire, une porte d'entrée, ça peut être le kinésithérapeute. Pour ça, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin traitant ou d'un rhumatologue pour qu'il vous fasse une ordonnance. Dans le cas où vous avez des limitations mais qui sont faibles ou moyennes, vous pouvez, comme on l'a vu avec le docteur Bialet, faire de l'activité physique adaptée. Donc demander à un coach, un enseignant en activité physique adaptée. Je vous ai mis ici quelques noms de sites en région Île-de-France qui essaient de répertorier des enseignants en activité physique adaptée, donc ça peut être un point de départ. Enfin, si vous le sentez, vous pouvez essayer de vous inscrire en salle de sport ou aller voir sur le site de la mairie de votre ville s'il y a des clubs ou des associations qui proposent des sports collectifs. Et enfin, si tout ça c'est difficile, parce que peut-être que vous préférez pratiquer vos activités physiques seuls, ou parce qu'il n'y a pas grand-chose proche de chez vous, vous pouvez toujours faire des exercices chez vous à la maison, comme par exemple en vous inspirant du programme que je vous ai montré, ou même reprendre des choses que vous avez pu voir sur Internet. Alors, souvent quand on dit ça, les gens nous répondent « oui, mais j'ai peur de mal faire le mouvement ». Donc, je voulais prendre un petit point pour essayer d'aborder ça. C'est très, très peu probable que vous fassiez une grosse bêtise ou quelque chose de grave en faisant un mouvement, même si vous le faites de façon hasardeuse. Tout ce qui compte, c'est d'essayer de se tenir au premier principe qu'on a cité, qui est celui de progressivité. Si vous faites un mouvement que vous n'avez jamais fait, même si vous le faites de façon un peu hasardeuse, s'il n'y a pas beaucoup de poids, il y a peu de chances que vous vous blessiez. D'accord ? Donc on essaie toujours d'être le plus progressif possible. Voilà, pour essayer de conclure, avec le docteur Bialet, on vous encourage à essayer de vous engager dans une activité physique, et d'abord une activité physique qui vous plaît. Ensuite, essayez de toujours être progressif et adapter la difficulté et l'intensité des activités physiques que vous faites à votre niveau de douleur, à votre niveau de fatigue, etc. Et enfin, pour essayer de vous y tenir, essayez de vous fixer, si c'est possible, des objectifs qui soient réalistes et mesurables. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Lecam.
Merci à vous deux pour la complémentarité de vos interventions. C'était vraiment très très intéressant voilà, d'avoir la mise en œuvre en fait de ce que vous aviez présenté précédemment. Donc nous avons un quart d'heure pour les questions-réponses. Alors, là-bas. Oui, bonjour. Voilà, moi j'ai une question par rapport au sport que je pratique. J'ai une polyarthrite depuis 4 ans et je pratique l'escrime. Et je me pose toujours des questions par rapport au risque de fait d'abîmer le poignet. Tout le monde m'encourage à continuer, mais personnellement je me pose toujours la question parce que c'est très douloureux à certains moments. Est-ce que c'est un sport qui est toujours adapté à la polyarthrite ? Alors, c'est sûr que quand on pratique du sport, notamment, bon là c'est une activité sportive, là on n'est plus dans l'activité physique, on est dans le sport. Le sport, bien évidemment, il y a des risques de traumatisme. Forcément, on peut tomber, on peut se faire une entorse, etc. Donc c'est sûr que si on se fait une entorse, ben oui, on peut avoir mal. En dehors des chocs, en dehors des traumatismes, ben, il y a beaucoup plus de bénéfices à bouger que de risques de se faire mal. Donc après, il faut respecter le principe dont on a parlé tout à l'heure, c'est que savoir identifier la douleur. Si c'est une douleur inflammatoire, si c'est une poussée, si vous avez le poignet gonflé, ça vous a réveillé la nuit, il est raide le matin, bah là, il faut sauter la séance d'escrime. Il ne faut pas y aller, il faut prendre son traitement de la crise, contacter son médecin, son rhumato, etc. En dehors de ça, il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, le fait d'entretenir les articulations, elles sont faites pour bouger. Le corps, il est fait pour bouger, il n'est pas fait pour être immobile. Donc les cellules du cartilage, les cellules des articulations, elles ont besoin de mouvement. Elles ont besoin de ça pour se nourrir, pour rester en bonne santé. Donc il faut quand même continuer. Donc il n'y a pas de raison, en dehors des traumatismes, que vous vous fassiez mal. Voilà. Après, toute une question de progressivité de mesure, hein, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous faites un entraînement d'escrime pendant 3 heures, alors que ça faisait 3 mois que vous n'en aviez pas fait, bah, c'est un peu à risque. Donc si vous êtes progressif, le risque nul n'existe pas, bien évidemment, mais il y a peu de chances de se faire mal. Ok, merci. Une autre question, ici, le monsieur en vert. Merci. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. En fait, qui répond à pas mal de mes questions. Et moi, ma question, en fait, ça rejoint un peu la question de la dame. Je suis sportif, donc je pratique la course à pied depuis plus de 25 ans. Je pratiquais... voilà, j'ai eu une PR depuis 2 ans. Hein. On m'a détecté donc une PR depuis 2 ans. Et je pratiquais la course à pied à peu près 3-4 fois par semaine, à raison de 30-40 km par semaine. J'ai mon médecin traitant qui me dit « Olivier, il faut que tu arrêtes la course à pied. Passe à la natation, passe à d'autres sports. » Voilà, j'ai plein de questions, je me pose plein de questions par rapport à ça, parce que moi, la course à pied, c'est mon exutoire, c'est le sport qui vraiment fait du bien, et du coup, aujourd'hui, je m'interroge, est-ce que je dois continuer ou pas? Est-ce que je dois l'écouter ou pas? Il y a 4 mois, j'ai fait donc une entorse de grade 3 en allant courir, je revenais, alors j'avais peut-être un petit peu forcé, et du coup, sur la fin de course, j'ai fait donc une entorse de grade 3. Aujourd'hui, je suis encore en traitement, j'ai pas repris la course à pied depuis 3 mois et je suis en souffrance. Donc du coup, est-ce que je dois continuer différemment ou pas? Est-ce qu'il faut que j'écoute mon médecin traitant ou pas? Merci. Alors, non, effectivement, vous pouvez continuer à terme à faire de la course à pied. Avec l'entorse, bon, il y a un temps de réadaptation à avoir, de réathlétisation. Mais il n'y a pas d'interdiction de faire de la course à pied, au contraire, surtout quand ça vous apporte un bénéfice sur votre morale, que ça vous fait du bien de courir. À terme, je vous encourage à reprendre cette activité, mais simplement pour l'instant, si vous êtes suivi par un kinésithérapeute qui vous accompagne un peu pour renforcer votre cheville, pour la rendre mobile, retrouver vos capacités d'équilibre, reprendre par de la marche, ensuite de la marche rapide, ensuite trottiner gentiment 1 fois par semaine, et au fur et à mesure, vous rapprocher de l'intensité que vous connaissiez par le passé. Il faudra inviter votre médecin traitant l'année prochaine au salon de la polyarthrite. Ça veut dire que vous revenez alors? Mais ça sera moi ou quelqu'un d'autre. Mais... Non, alors c'est intéressant la course à pied parce que y a beaucoup d'idées reçues en termes d'effets négatifs sur les articulations.
Et ce qui a été démontré, c'est que, alors moi c'est vrai que c'est un peu biaisé parce que j'ai des patients militaires qui sont des trailers, des marathoniens, qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, qui ont des spondyloarthrites. Donc c'est un peu difficile de faire des études justement des effets de la course à pied sur le cartilage, mais actuellement l'idée c'est que quand on ne fait pas du tout de sport, quand on ne fait pas du tout d'activité physique, il y a plus de risque d'arthrose. Quand on fait beaucoup trop de course à pied, quand on fait des ultra-trails, etc., il y a un peu plus de risque d'arthrose. Par contre, quand on fait de la course à pied récréative, de loisirs, etc., comme ce que vous faites, au contraire, il y a moins de risque d'arthrose. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a les deux extrêmes, mais bon, ça c'est quand même, on va dire, une partie assez rare de la population. Et puis, si vous aimez faire de la course à pied, ça va réduire votre risque d'arthrose. En dehors des traumatismes, mais bon là, il y a une entorse, c'est pas de chance, quoi. Une autre question, juste derrière le monsieur. Merci. Bonjour, j'ai une polyarthrite depuis 5-6 ans qui me donne très mal au bras, au coude surtout. Quand je fais du sport et que je lève les bras, sur le moment, j'ai pas très mal, mais 2-3 jours après, ou le lendemain, pendant 3-4 jours, je souffre beaucoup des articulations. Est-ce que c'est parce que c'est pas assez progressif? Est-ce que... Alors bonjour. Effectivement, quand des personnes se mettent à faire de l'exercice physique ou des activités physiques, on a plusieurs cas de figure. On a des patients qui ont une majoration de leur douleur plutôt à l'effort et certains chez qui c'est décalé dans le temps. Et c'est un peu plus difficile parce que quand on a mal pendant l'effort, c'est facile de se dire là je me prends une pause. Quand c'est décalé dans le temps, c'est plus difficile de savoir est-ce qu'on est dans le trop ou dans le pas assez. Assez pragmatiquement, finalement, je vous dirais de faire de l'essai-erreur. Si vous faites une certaine quantité d'activité et que vous sentez que pendant les 3 jours qui suivent, vous êtes complètement KO et les douleurs elles sont très intenses, ça veut probablement dire que vous en avez fait un peu plus que ce que vos tissus étaient capables de supporter à l'heure actuelle. Donc ça veut dire la prochaine fois, il faut que j'essaie de faire 1 ou 2 pauses de plus ou réduire un peu l'intensité. Donc probablement que vous bénéficieriez d'être encore un peu plus progressif que vous l'êtes peut-être déjà. Une personne en bleu là. Merci. Oui, bonjour. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il serait possible de prendre justement, parce que comme la dame, dès que je commence à faire du sport ou des activités physiques, ça me déclenche les douleurs le lendemain, par exemple. Et je reste, je dirais pas paralysée, mais alors complètement très mal. Je voudrais savoir s'il ne serait pas conseillé de prendre à ce moment-là, avant, des antalgiques pour éviter ces douleurs après. Alors c'est une très bonne question. En effet, alors il faut éviter par contre de prendre de la cortisone ou des anti-inflammatoires avant un effort physique. En revanche, un antalgique de palier 1, type paracétamol, pourquoi pas. Après, là, on en revient sur le principe de progressivité. C'est sûr que si pendant une longue période, vous n'avez rien pratiqué, c'est comme tout sportif qui se remet en condition physique. Les premiers entraînements, forcément, c'est difficile, on a un peu mal partout, on a des courbatures. Et c'est là que c'est vous qui connaissez votre propre corps. Vous allez essayer d'identifier quelles sont les douleurs. Est-ce que c'est mes douleurs inflammatoires de PR? Est-ce que c'est des douleurs, des courbatures? Est-ce que c'est des douleurs, les douleurs qui nous enquiquinent, là, les douleurs chroniques qui donnent des trucs un peu bizarres, des fourmillements, qui donnent des douleurs un peu dans tout le corps? C'est ça qui est difficile, il faut savoir identifier. Et ça, il faut en parler avec votre médecin. Mais tout est une question, encore une fois, de progressivité. Si vous avez fait un intervalle libre de temps sans activité physique, forcément, la première séance, ça va être un peu difficile. Donc c'est là qu'il faut avoir la force et le courage de retenter un peu différemment, comme disait Stéphane, peut-être en adaptant un peu les exercices, de tester et de voir ce que ça donne. Mais pourquoi pas prendre un antalgique avant, ça peut être une bonne idée. Pour vaincre un peu le passage difficile de la première séance. On a une autre question devant. Merci. Juste par rapport à ce que vous venez de dire, alors il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires. Donc les traitements pour la polyarthrite, donc il ne faudrait pas faire du sport les matins. Vous conseillez plutôt de faire plutôt l'après-midi. Alors normalement, pardon, excusez-moi. Allez, sinon. Bon.
Et c'était ça, du coup, c'est conseillé de faire l'après-midi. Et j'ai un cas aussi de polyarthrite il y a déjà 8 ans. Et aussi une clavicule, une fracture de clavicule. Donc, faire de l'exercice de la partie haute du corps, c'est compliqué. Et du coup, est-ce que vous conseillez un type d'exercice plus spécifique pour ce type de cas? Je vais répondre plutôt pour les médicaments et je laisserai Stéphane pour les exercices. Alors, en théorie, quand on arrive à trouver un traitement de fond bien équilibré, les patients sont censés ne pas avoir d'anti-inflammatoire et de la cortisone la plus petite dose, voire pas du tout. Vous savez qu'on essaie d'éviter la cortisone au long cours. Pourquoi il vaut mieux éviter? Alors c'est surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut mieux les éviter, déjà il ne faut pas les prendre au long cours, sauf dans certains cas très particuliers, dans les spondyloarthrites, parce que quand on fait un effort intense, on est un peu déshydraté, nos organes ils souffrent un petit peu, et donc quand on prend un anti-inflammatoire, il y a des risques d'avoir des complications au niveau rénal, de la tension, etc. Donc c'est vrai qu'il faut éviter de le prendre avant un effort intense. Mais bon, normalement, les anti-inflammatoires, c'est vraiment des traitements de la crise. C'est très ponctuel, c'est pas au long cours. Donc il vaut mieux prendre plutôt un antalgique plutôt qu'un anti-inflammatoire. Et je vais laisser Stéphane pour les exercices. Alors la cortisone, en règle générale, si vous avez de la cortisone, c'est des toutes petites doses. En règle générale, c'est quelques milligrammes de cortensile. Là, ça pose moins de problèmes que des fortes doses de... Les fortes doses de cortisone, elles peuvent entraîner un blocage de votre propre cortisone que vous produisez vous-même. Et donc, ça peut entraîner des problèmes de stress, d'insuffisance surrénalienne, etc. si vous faites un exercice intense. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Il faut éviter quand on fait un effort intense. C'est pareil, après il y a une période de latence. Si vous avez beaucoup transpiré, vous avez fait un effort intense, il vaut mieux attendre quelques heures, voire quelques jours. Voilà. Pour la question des efforts et des exercices qui touchent le haut du corps, y compris si vous avez eu une fracture, je vous encourage au contraire à remettre progressivement de la contrainte sur les zones qui ont pu être douloureuses, qui ont pu être limitées en termes de mobilité ou même en termes de tolérance à l'effort. En règle générale, plus on pratique un mouvement, plus on s'entraîne à le faire, plus ça devient facile. Moins on le fait, plus ça devient difficile. Donc, je vous encourage plutôt à vous exposer aux activités qui sont difficiles, plutôt qu'à les éviter. Voilà. C'est vrai qu'on a souvent un réflexe de protection, en fait, et qui fait que on va même inconsciemment moins se servir du bras, etc. Et c'est vrai que c'est... voilà, c'est difficile de franchir ce cap, quoi. Oui, tout à fait. C'est un réflexe normal. On est conditionné comme ça. Quand on a de la douleur, on essaie plutôt d'éviter les activités qui sont douloureuses. Enfin, c'est le rôle de la douleur. Dans le cas où ça se chronicise, où on parle de maladie chronique, on peut s'autoriser justement à aller expérimenter des activités qui sont difficiles. C'est plutôt une bonne chose parce que, comme je vous l'ai dit, ça a tendance à améliorer la douleur et toutes ces choses. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Dr Bialet, Monsieur Lecam, pour ce duo vraiment très intéressant. L'activité physique adaptée est vraiment à l'honneur de ce 23e salon de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques, avec cette conférence, avec les ateliers auxquels certains d'entre vous auront participé, avec notre nouvelle brochure Polymove. Une brochure gratuite qui vous est offerte, que vous pouvez retirer au stand de librairie avec le coupon qui vous a été remis à votre arrivée. Il y a aussi les enseignants en activité physique adaptée de l'association APA de Géant, qui a été cité par Monsieur Lecam, qui sont présents sur le salon pour vous conseiller. Et voilà, il est 12h30. Nous reprenons à 14h avec Philippe Auville, qui est praticien en hypnose, qui va nous aider à retrouver de l'énergie après la pause déjeuner. Pendant la pause du déjeuner, petite question pratique, la salle de conférence sera fermée. Un espace restauration est à votre disposition. Bien sûr, vous pouvez poursuivre la découverte des différents stands et de nos 2 expositions, les atteintes pulmonaires dans la polyarthrite rhumatoïde et gérer la douleur au quotidien. Vous pouvez aussi en profiter pour participer à notre animation qui est juste en arrivant à l'entrée sur votre gauche. Des malades et des mots, MAUX, qui s'adresse à tous les visiteurs
patients, proches, professionnels de santé, je vous invite à y mettre un petit mot, et qui vous propose de vous exprimer sur les mots MOTS qui blessent et sur les mots MOTS qui réconfortent. Voilà, bon appétit, bonne visite de nos stands et rendez-vous à 14 h dans la salle de conférence.